Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le terrorisme fait son retour en plein cœur d'Alger. 2 attentats kamikazes presque simultanés ont fait au moins 23 morts et 160 blessés. L'un d'eux visait le palais du gouvernement. La branche d'Al-Qaïda au Maghreb revendique les explosions. En France, toujours aucune nouvelle de Sophie Graveau, disparue samedi près de Nantes. Mais l'enquête semble progresser. 4 personnes sont en garde à vue ce soir, dont un homme soupçonné d'avoir utilisé la carte bancaire de la jeune femme. L'ouverture à Strasbourg du procès du tueur en série présumé Pierre Baudin. L'accusé est apparu combatif, dément ou manipulateur. Sa personnalité sera au centre des débats. La présidentielle de l'UMP à l'extrême gauche, les parachutes dorés des grands patrons font scandale. Après l'annonce des 8 millions d'euros touchés par Noël Forgeard à EADS, Ségolène Royal dénonce une provocation. Il défiait les profondeurs depuis des années. Le plongeur en apnée français Loïc Leferme, plusieurs fois champion du monde, est mort à 36 ans. Au cours d'un entraînement au large de Nice, la corde qui le remontait à la surface est restée bloquée. Enfin, la pose d'une première prothèse d'oreille en France. Opération impressionnante et réussie. Le patient était né sans oreille gauche. Il a retrouvé l'audition. L'Algérie pensait en avoir fini avec les années sombres. Le terrorisme s'est donc brutalement rappelé à son souvenir en fin de matinée. Les kamikazes ont frappé 2 fois en pleine ville. Le choc est énorme. Jérôme Soulard avec notre équipe sur place, Nourou Anjli et Mustapha Belmioub. 10h45 ce matin, une voiture piégée vient d'exploser. C'est un passant qui filme avec son téléphone portable. Dans le chaos, des dizaines d'employés fuient le bâtiment. Retour aux heures sombres de l'histoire algérienne. Il y a des blessés, des morts évidemment. On a entendu un sacré souffle, ça fait... Bon, toutes les vitres étaient cassées, on a su que c'était une bombe quoi. Il y avait plein de monde, ils étaient blessés, voilà. Une partie du palais du gouvernement est pulvérisée. Des centaines d'Algérois assistent incrédules au balai des ambulances. Ici, une femme en pleurs qui va finalement retrouver son fils vivant. Il est employé au ministère. Plus loin, la voiture calcinée du kamikaze, ou ce qu'il en reste. Tout d'abord, il y avait un grand bruit. Puis on a ressenti quand même le truc là, l'immeuble complètement il a bougé, il y a eu du verre partout, on n'a rien compris pour le moment. Sur le parvis du palais du gouvernement, il y a de nombreux blessés, mais la cible de cet attentat suicide, c'est bien le Premier ministre algérien, tout un symbole. C'est un crime. Un acte lâche. Il peut seulement être décrit comme une trahison. Quasi simultanément, à l'est de la ville, le quartier Bas-Bézoar est touché à son tour. Sur la route de l'aéroport, 3 explosions successives de voitures piégées, encore un attentat suicide. Bilan provisoire pour ces 2 attentats, entre 20 et 30 morts, plus de 150 blessés. Cet après-midi, en direct sur Al Jazeera, la télévision qatari annonçait la revendication de ces attentats par la branche d'Al-Qaïda Maghreb. Plus tard, un site internet islamiste publiait même les photos des kamikazes présumés. Un défi à l'autorité du président Bouteflika. Après 10 ans de guerre civile et 150 000 morts, libérant des prisonniers islamistes, il annonçait la réconciliation nationale. Une réconciliation qui a peut-être volé en éclats aujourd'hui. Bonsoir Samassoula, vous êtes notre envoyé spécial à Alger. Quelle est l'ambiance ce soir dans la ville? Comment ont réagi les Algériens? Écoutez, Alger est ce soir une ville totalement abasourdie. Les 2 explosions qui ont retenti ce matin à 2 endroits de la ville d'Alger ont replongé les Algériens dans les heures les plus sombres de leur histoire, des heures de terrorisme où, je vous le rappelle, il y avait un attentat quasiment tous les jours dans cette ville d'Alger. Cela fait à peu près 10 ans qu'un tel attentat n'avait pas été perpétré à Alger. Pour vous dire, à cette heure-ci, il est 1 heure de moins à Alger, les rues sont normalement bondé, il y a des embouteillages monstres. Je peux vous dire que j'ai fait le trajet de l'aéroport au centre-ville. Il y avait absolument
très peu de véhicules, beaucoup de barrages, beaucoup de gendarmes. L'aéroport était quadrillé, des chiens, de la gendarmerie qui vérifie absolument tous les véhicules. D'habitude, il y a beaucoup de monde aux arrêts de bus. C'est souvent un lieu où on rencontre beaucoup d'Algériens. Eh bien, les arrêts de bus sont vides. Ce sont des réflexes qui sont revenus, des réflexes que les Algériens ont, qui sont revenus comme à l'époque des attentats. On ne se rassemblait pas aux arrêts de bus. Avec cette notion nouvelle, avec cette signature Al-Qaïda qui est nouvelle pour les Algériens, et surtout cette idée que les terroristes sont des kamikazes. Donc ce soir, Alger est une ville qui a peur. Je voyais tout à l'heure mon confrère d'El Watan, Omar Belouchen, qui me disait les Algériens n'étaient pas préparés à revivre de telles heures de terrorisme. Merci Sama. La coïncidence peut troubler. New York a été frappé un 11 septembre, Madrid un 11 mars, Alger un 11 avril. Et puis c'est aussi le deuxième pays d'Afrique du Nord visé en 2 jours. En fait, depuis quelques mois, les spécialistes du terrorisme ont vu se constituer une alliance régionale au Maghreb sous la bannière précisément d'Al-Qaïda. Philippe Rochaud, Guillaume Michel. En septembre dernier, le bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, annonçait le ralliement du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, à l'organisation Al-Qaïda. Autrement dit, ce groupe armé, qui a signé des dizaines d'attentats en Algérie, contre l'armée, contre des étrangers, contre des familles algériennes, vient de se rallier à la nébuleuse du terrorisme international, le mouvement d'Oussama Ben Laden. Et cette nouvelle alliance porte un nom, la branche armée d'Al-Qaïda au Maghreb. Dans sa stratégie d'implantation dans le Maghreb, Al-Qaïda avait besoin de s'appuyer sur un groupe algérien, en l'occurrence, qui bénéficie d'un professionnalisme, d'une histoire et d'un patrimoine combattant. Pour cela, son objectif, sa mission, c'était de fédérer l'ensemble des groupes dans la région du Maghreb, c'est-à-dire de s'appuyer sur des groupes marocains, des groupes tunisiens, de créer une dynamique et de les fédérer. Le mouvement n'est donc plus algérien mais maghrébin. Les 4 kamikazes marocains qui ont tenté une opération hier à Casablanca obéiraient aux mêmes ordres, tout comme le groupe salafiste tunisien qui a tenu tête à l'armée et fait 20 morts au sud de Tunis en décembre dernier. Dans tous les cas, l'objectif est le même, créer une base terroriste au Maghreb, pouvant frapper les régimes en place et servir de tremplin pour d'autres actions à l'étranger. Le chef du GSPC algérien déclarait ici « Les États-Unis et la France arrivent chez nous pour piller nos richesses et nos vies et se sont alliés pour cela aux traîtres de notre pays. Les régimes en place à Alger, Rabat, Tunis ont souvent violemment frappé ces mouvements dits salafistes. Sous l'impulsion d'Al-Qaïda, ils reprennent de la force. » Et à noter ce soir ce commentaire du ministre de l'Intérieur François Baroin. Ces attentats confirment que la France est sous la menace d'actes terroristes, dit-il. Il rappelle que le plan Vigipirate se trouve toujours au niveau de vigilance 3 sur une échelle de 4. L'actualité en France avec d'abord l'enquête sur la disparition de Sophie Graveau, cette jeune femme de 23 ans dont on est sans nouvelles depuis samedi. 4 personnes, je vous le disais, ont été interpellées hier soir. Elles sont toujours en garde à vue et la police évoque des pistes sérieuses, mais il n'y a toujours aucune trace de la jeune vendeuse. Aurélia Guillemin, Éric Pinault. Caché sous cette couverture, l'homme nie toute implication dans la disparition de Sophie Graveau, 23 ans. Suspect numéro 1. Un Bosniaque de 46 ans a été interpellé hier soir dans ce quartier de Bourgoin-Jallieu, en possession d'une arme de poing et surtout du téléphone portable de la jeune femme qu'il dit avoir acheté dans un bar. C'est comme ça que les policiers ont pu remonter sa piste et celle de 3 autres personnes. On se dit que peut-être, avec tous les moyens que possède la police actuellement, ils vont réussir à faire parler ces personnes et puis dire où se trouve actuellement Sophie. J'espère qu'elle est restée dans la région nantaise, qu'ils ne l'ont pas emmenée à Lyon là-bas. Depuis ce matin au SRPJ de Nantes, les auditions s'enchaînent. Pour l'heure, 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes sont en garde à vue. La compagne du principal suspect et un couple qui l'a hébergé près de Lyon. Mais Sophie Graveau n'a toujours pas été retrouvée. Seul son véhicule carbonisé a été découvert sur le parking du centre commercial où elle travaillait. Les policiers ont par ailleurs détecté plusieurs retraits effectués avec sa carte bancaire. Ils soupçonnent le principal suspect de l'avoir utilisée. Si l'homme a eu la carte bancaire de Sophie, il l'a pas eu tout seul. Donc bon, il va bien falloir qu'il s'explique de savoir comment il l'a eu, quoi. Donc oui, ça donne un petit motif d'encouragement, mais moi je vous dis, tant que je ne la verrai pas vivante... Toujours dans l'attente, les proches de Sophie Graveau continuent de se mobiliser. Cet après-midi, ils ont à nouveau distribué son portrait
dans le centre-ville de Nantes. Les dernières informations sur la mort d'un policier à la foire du Trône lundi soir. Le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, a estimé lors d'une conférence de presse qu'à ce stade de l'enquête, la chute du gardien de la paix semblait liée à un effet de foule. Autrement dit, il aurait bien été poussé, mais sans intention de donner la mort. Ce ne sont là que des indications provisoires. La justice encore avec l'ouverture d'un procès attendu à Strasbourg, celui de Pierre Baudin, surnommé Pierre le Fou. Il est accusé, vous le savez, d'avoir quelques semaines après sa libération enlevé, violé, séquestré une fillette et une adolescente et de les avoir tuées, ainsi qu'une autre femme, dans des conditions barbares. Lors de cette première journée, il est apparu sûr de lui et combatif. Dominique Verdaillan, Lionel Feuerstein sur place. Costume sombre, chemise blanche, cheveux longs grisonnants, Pierre Baudin se présente à son procès sous son meilleur jour. Il soigne son image, même s'il refuse d'être filmé dans le box. À ses côtés, 16 co-accusés, des nomades sédentaires, accusés les uns d'avoir participé au viol, au meurtre, les autres d'avoir fermé les yeux, de s'être tus. Face à eux, un autre monde, les parents de Jeanne-Marie, âgée de 11 ans, son frère, sa sœur, les proches de Julie, 14 ans. Ceux d'Edwige, 38 ans. Pierre Baudin, pour eux, n'était qu'un nom, une photo, un dossier. Ce matin, ce fut enfin un visage. Je ne l'ai pas regardé. Parce que je ne veux pas le voir. Je vous ai dit, il n'est rien, je ne le regarderai pas. Je l'ai regardé et je me suis dit, voilà, c'est un être que, pour moi, il n'a pas de... C'est pas un être humain qui a de la valeur, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et je pense que je ne le regarderai plus, il n'en vaut pas la peine. Au juge, Pierre Baudin ne veut offrir qu'un visage, celui de l'innocent. Pierre Baudin est dans la contestation absolue de tout acte criminel et il est dans le déni le plus absolu. Vous dire qu'il va y rester, j'en serais bien incapable. Dure épreuve pour les parties civiles qui attendent sans y croire des aveux. Pierre Baudin donne le ton de sa défense. On m'a traîné dans la boue, on m'a médiatisé comme un tueur en série. La voix est basse, mesurée, calme. On est bien loin du personnage de Pierre le Fou. On l'a compris, la personnalité énigmatique de Pierre Baudin sera au centre de ce procès. Est-il complètement fou ou manipulateur? En tout cas, il a souvent trompé les psychiatres. Enquête Anouk Burel, Emmanuel Morel. Pierre Baudin en septembre 2005, lors d'une reconstitution. Ce jour-là, il offrait déjà un nouveau visage, celui d'un homme vieillissant. Il a 59 ans. Multirécidiviste, depuis presque 40 ans, il passe sa vie entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Rusé, l'homme a toujours su jouer de son image, la tournant souvent à son avantage. Il est capable de changer complètement de personnage. 1994 aux assises de Colmar. La cour attend le dangereux braqueur qui sévit dans la région. Et voilà Pierre Baudin qui joue l'idiot du village. 1996, autre procès. Il comparaît pour 20 crimes et délits, tentative de meurtre, viol. Cette fois, il se montre tout à fait lucide et prêt à se défendre. Je ne suis pas Pierre le Fou, un assassin. Pierre le Fou qui a tiré sur les policiers, les chantards. En l'an, j'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. À force de le côtoyer, certains connaissent bien le personnage. Maître Moser était à l'époque l'avocat des victimes de Pierre Baudin. J'ai vu devant moi un individu roublard, sournois, malhonnête, cherchant à éluder ses responsabilités, prenant les jurés pour des benets, et je suppose que nous aurons droit à la même sinistre comédie. Multirécidiviste, imprévisible et dangereux, Pierre Baudin est difficile à cerner. Depuis 1971, des dizaines d'experts psychiatres s'y sont essayés. Certains ont dit qu'il était fou, ils le regrettent aujourd'hui. Pour moi, oui, il était fou. C'est pas facile d'être obligé de se dire qu'on a été trompé, qu'on a été grugé. Pour l'un des derniers experts, Pierre Baudin est au contraire un parfait manipulateur. Monsieur Baudin va faire exactement ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut. Manipulateur et détenu modèle, c'est l'attitude qu'il a toujours adoptée en prison. Sa cellule ressemble à une vraie petite maison. Il écrit à ses victimes, va à la messe et ne manque jamais une occasion de se faire bien voir, même auprès de ses avocats. Pierre Baudin, pour moi, m'a jamais fait l'effet du monstre ignoble qu'on décrit. C'est un homme, vous le croiseriez dans la rue, vous ne seriez pas particulièrement effrayé parce qu'il a un physique relativement banal, il est même pas antipathique dans le contact, dans la conversation. Une attitude chèrement récompensée.
Discrètement mais en toute légalité, il bénéficie de toutes les remises de peine. Il sort le 15 mars 2004 en liberté conditionnelle et c'est durant cette période qu'il est suspecté d'avoir commis les meurtres de Jeanne-Marie, Julie et Edwige Vallée. La politique, avant d'en venir à la campagne, l'hospitalisation de Raymond Barre. L'ancien Premier ministre a été victime d'un malaise alors qu'il était dans le sud de la France. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris par hélicoptère. Raymond Barre aura 83 ans demain. Il souffre depuis des années de graves problèmes rénaux. J'en viens à la présidentielle avec, comme chaque semaine, d'abord notre sondage Ipsos pour France 2 et Le Point. Tendance générale une fois encore, les positions restent relativement stables. En tête au premier tour, Nicolas Sarkozy avec 30% des intentions de vote, devant Ségolène Royal 23,5% et François Bayrou 19%, puis Jean-Marie Le Pen 13,5%. Olivier Besancenot est crédité de 4% des voix, José Bové 2,5%, Arlette Laguillet 2%, Marie-Georges Buffet et Frédéric Nious 1,5%, Philippe de Villiers, Dominique Voynet 1%, Gérard Chivardi 0,5%. Au second tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait avec 53,5% des voix contre 46,5% pour Ségolène Royal. Rappelons qu'un sondage n'est pas une prévision du vote, mais une photographie des intentions à un moment donné. Et notons aussi que le nombre de personnes qui se disent indécises est de 36%, plus d'un tiers. La campagne a rebondi aujourd'hui sur la question des parachutes dorés des grands patrons. L'annonce hier des 8 millions d'euros d'indemnités touchées par Noël Forgeard provoque l'indignation et pas seulement à gauche. Alix Bouillaguet, Catherine Just. Noël Forgeard tout sourire, c'était en 2005 le premier vol de la 380. Un sourire que l'ancien coprésident de ADS peut continuer d'afficher. 8 millions d'euros, c'est le montant des indemnités qu'il a perçues en quittant l'entreprise il y a un an. Les actionnaires du groupe l'ont appris aujourd'hui, au moment où la filiale Airbus prévoit de supprimer 10 000 emplois en Europe. Dès ce matin, Ségolène Royal dénonçait ce parachute en or. C'est un scandale, c'est une provocation. Il y a un mois, Ségolène Royal demandait la suspension du plan de restructuration de l'avionneur européen. Aujourd'hui, elle s'engage, si elle est élue, à légiférer sur le montant et les conditions de versement des rémunérations des dirigeants. François Bayrou promet également une loi de moralisation de la vie économique. Ça ne peut plus durer comme ça. On a tous les jours des annonces d'incroyables opérations financières qui sont des indemnités énormes, des primes énormes, des privilèges énormes. Et ceci porte atteinte à la confiance que les gens peuvent avoir dans les entreprises. Même révolte du côté de Dominique Voynet. Il faut en finir avec ce type de gouvernance d'entreprise dans lequel on nomme des copains pour leur lien avec tel ou tel à l'Élysée ou à Matignon et pas en fonction de leurs compétences industrielles. Quant à Arlette Laguillet, elle a son remède. La solution, c'est que tous les grands groupes qui font du profit, eh bien, ils payent pour maintenir l'emploi, qu'on verse moins de profit, qu'au moins les grands groupes capitalistes participent un peu à une certaine égalité. Cette polémique sur les parachutes en or ne date pas d'hier. En pleine campagne électorale, les candidats se sont emparés du sujet. Et à noter que l'UMP, par la voix de Patrick Ollier, se prononce pour une loi qui permette d'éviter de tels excès. José Bové, lui, était en déplacement dans le sud-ouest. On vient de le voir, les sondages restent modestes. Pour lui, le pari reste entier, convaincre que le leader paysan peut se muer en alternative politique. Hélène Hugues, Arnaud Wust. La pause syndicale. Même dans la dernière ligne droite, José Bové prend son temps. Et pourtant, il ne lui reste que 10 jours de campagne. Sa cible, les indécis. L'objectif maintenant, c'est de convaincre les près de 20 millions d'électeurs qui ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. José Bové chez ses amis paysans, un retour aux sources. Il vient rassembler ses troupes traditionnelles au cœur du Pays Basque. Bonsoir et bienvenue au Pays Basque. Ici, 11 maires, agriculteurs pour la plupart, ont parrainé sa candidature. Parce que tu as un programme très chargé. José Bové, il défend une agriculture durable, une agriculture non productiviste, une agriculture sans OGM. Il arrive, le voilà, José. 1 millier de supporters pour l'applaudir à Pau, dans le Béarn, sur les terres de François Bayrou. Il attaque Nicolas Sarkozy après ses affirmations sur les origines génétiques de la pédophilie. C'est un candidat génétiquement modifié
qui croient que c'est le patrimoine génétique qui fait que on puisse être peut-être candidat, qu'on puisse être délinquant, qu'on puisse être pédophile. Syndicaliste paysan devenu candidat à la présidentielle, José Bové prend goût à la politique. Il compte bien faire encore entendre sa voix aux législatives comme aux municipales. En bref, attention, si vous voyagez en train, le trafic est perturbé à Lyon et il le restera jusqu'au milieu de la semaine prochaine suite à l'incendie volontaire d'un poste de signalisation. L'aiguillage est donc rendu difficile. Les lignes TGV et certaines voies régionales accusent des retards de 30 minutes en moyenne aux heures de pointe. Et puis je vous rappelle que le trafic aérien sera perturbé demain à Orly et à Roissy en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel. À l'étranger, une affaire qui semble extravagante vue d'Europe et qui secoue le Pakistan. La ministre du Tourisme est sous le coup d'une fatwa exigeant sa démission. Motif, elle avait effectué un saut en parachute en France pour des raisons humanitaires et elle avait donné l'accolade à son instructeur pour le remercier. Yasmina Farber, Didier Dahan. Niloufar Bakhtiar n'a pas peur de prendre des risques. Le 11 mars dernier, au Havre, la ministre du Tourisme du Pakistan saute en tandem en parachute. Un petit exploit sportif pour les enfants victimes du tremblement de terre au Cachemire. Mais pour les islamistes pakistanais, son comportement est obscène, surtout lorsqu'elle embrasse son instructeur. Ils réclament sa démission. La ministre est visée par une fatwa, un décret religieux. Le parachutiste français tombe des nues. C'est malheureusement un petit grain de bêtise, de folie qui est en train de déclencher une grande histoire pour rien du tout, juste pour une accolade, pour un petit bisou tout simplement. Publié dans les journaux, ce bisou fait des vagues au Pakistan, mais ne déstabilise pas la ministre. Je n'ai pas du tout peur de cette fatwa, parce que c'est un jugement rendu par un tribunal créé par un groupe qui représente une minorité. Il y a 160 millions d'habitants au Pakistan, en majorité des musulmans éclairés et modérés. Cette fatwa est une nouvelle provocation des islamistes radicaux au Pakistan. Création d'un tribunal qui applique la charia, autodafé d'objets non religieux, une campagne de moralisation. Il y a 2 mois, une femme politique était assassinée par un extrémiste, choqué par sa tenue vestimentaire. Toujours à l'étranger, les volcans se réveillent les uns après les autres. L'Etna est entré à son tour en éruption, une activité faible, même si des jets de lave ont été observés pendant 5 heures cette nuit. Et puis retour au piton de la Fournaise, car l'éruption d'une ampleur exceptionnelle, on l'a beaucoup dit, s'est accompagnée d'un phénomène jamais observé jusque-là, la mort de centaines de poissons des profondeurs. Les spécialistes ont même découvert des espèces qu'ils ne connaissaient pas. Explication de Jenny Briffa. C'est une pêche miraculeuse pour ces scientifiques réunionnais. Dans leur filet, une quarantaine d'espèces que personne n'avait observées jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est jamais décrit à La Réunion, je te promets. Jamais décrit à La Réunion. C'est génial. Jamais répertoriés, car ces poissons vivent à des profondeurs abyssales, jusqu'à 1000 mètres sous la mer. Mais ils n'ont pas résisté à l'éruption du siècle. Ces 10 derniers jours, des millions de mètres cubes de lave se sont déversés dans la mer. En surface, l'eau atteint désormais les 70 degrés. Mais les scientifiques ne comprennent pas comment l'éruption a pu tuer ces poissons des profondeurs. Une agence de recherche, l'ARVAM, va tenter de percer le mystère. L'ARVAM, dans les jours prochains, va essayer de collecter de l'eau en profondeur avec une bouteille en renversement, de faire des mesures de température en profondeur, aussi de conductivité. Et cela permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus sur la cause de mortalité de ces poissons. Finalement, grâce à la fournaise de l'éruption, la biodiversité réunionnaise livre une partie de ses secrets, jusque-là insoupçonnés. Sa silhouette, son visage vous sont peut-être familiers. Le Français Loïc Leferme pratiquait la plongée en apnée depuis des années au plus haut niveau. Il est mort ce matin lors d'une séance d'entraînement. La corde qui le remontait à la surface s'est bloquée. Il avait 36 ans. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Octobre 2004, rade de Villefranche-sur-Mer, Loïc Leferme exulte. Il vient d'établir un nouveau record du monde de plongée en apnée no limit. Le long d'une gueuse, il est descendu à 171 mètres de profondeur avant de remonter à l'aide d'un ballon. Tu voulais rester en bas? Non, parce qu'on a envie de remonter, parce que je veux le vivre avec tout le monde, ça. Mais quand on plonge en apnée, c'est ça qu'on recherche, ne plus avoir envie de respirer et se sentir bien.
Ce matin, au même endroit, Loïc Leferme s'entraîne pour battre le record désormais détenu par un autre. Sa plongée dure trop longtemps. L'équipe qui était avec lui sur les Zodiacs s'est alarmée, a provoqué la remontée du système de ce qu'ils appellent la gueuse pour remonter le corps. Il y a eu apparemment un blocage. La corde est restée bloquée. Un plongeur le retrouvera par 20 mètres de profondeur. Oxygène, massage cardiaque, le cœur ne repartira pas. Cédric Palerme était aux côtés de Loïc Leferme ce matin. Tout avait été préparé avec beaucoup de professionnalisme, comme toujours avec Loïc. Le nom de la discipline, c'est le no limit. Loïc préférait parler de profondeur absolue parce que no limit, ça fait un peu casse-cou, alors que lui, justement, n'était pas casse-cou. Tout était réfléchi, était travaillé. Le no limit, c'est la discipline reine de l'apnée. C'est celle-là que Loïc Leferme avait choisie. Il y a le côté aventure par rapport à soi aussi. Et il y a surtout et très important le côté collectif, l'aventure collective. Mes amis avec qui je fais la plongée. Loïc Leferme avait enchaîné les records du monde, mais ses performances n'ont pas été reconnues par les instances sportives officielles. Le no limit a toujours été jugé trop dangereux. Santé, l'opération est impressionnante et elle est réussie. Un homme né sans oreille gauche s'est fait greffer une prothèse électromagnétique. Agnès Monteux, Olivier Jacquelin. Comment imaginer que ce jeune homme est né sans oreille et sourd du côté gauche? Aujourd'hui, il confirme à son médecin qu'il entend bien des deux côtés. Stéréo, oui. Le miracle, une prothèse implantée dans sa tête. L'enjeu, remplacer un conduit auditif et un tympan inexistant sans abîmer la greffe esthétique de l'oreille faite quand il avait 8 ans. Lorsque l'on regarde le patient, on ne voit rien d'apparent. C'est-à-dire qu'il y a le micro, le processeur, le bloc batterie, le stimulateur de l'oreille. Un microphone, Un microphone capte les sons et différents appareils les transforment en vibrations compréhensibles par l'oreille interne. L'intervention qui a été faite consiste à mettre dans l'oreille une prothèse auditive qui présente une sortie électromagnétique que l'on va appliquer le plus près possible de l'oreille interne de manière à la stimuler parce que cette oreille interne est fonctionnelle. Opéré il y a 4 mois, Pierre-Alexandre commence seulement à vraiment bien entendre de l'oreille gauche. Il faut attendre que le cerveau s'adapte d'une part, de la cicatrisation d'autre part et ensuite du réglage bien sûr de l'appareil. Seul inconvénient, il faut recharger les batteries directement sur la tête 1 heure par jour. Mais cette opération est un espoir pour les personnes encore plus atteintes qui naissent sans aucune oreille. Image de football avec le carton plein de Manchester en demi-finale de la Coupe de la Ligue des Champions hier soir qui a fait exploser tous les compteurs. 7-1 face à l'AS Rome, un festival. 7 buts dont celui du Français Evra. Les voici un par un. On en a déjà vu 4. Voici les 3 autres. 2 clubs britanniques sont donc qualifiés pour les demi-finales puisque Chelsea a également gagné son ticket face à Valence. Peut-être 3 dès ce soir avec Liverpool. Le voici, le but du Français. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes. Olivier Besancenot répond aux questions de Gilles Leclerc et Jean-Baptiste Prédali. La météo, Laurent Romeshko. 20h50, un téléfilm, Le ciel sur la tête avec Charlotte de Turckheim et Bernard Lecoq, entre autres. À demain.